Merci d'être venu pour nous avons parlé. Donc, le thème de cette conférence, Zéro chômage, est une référence directe à la campagne du Parti communiste, campagne pour l'emploi, zéro chômage, pour une société du partage. Quand je vois Fabien Roussel en face de moi, je ne peux que penser à cette longue, pas si longue que ça finalement, mais très intense campagne pour les élections régionales il n'y a pas si longtemps que cela, où Fabien n'avait cesse de dire un emploi, un vrai travail pour tous, c'est possible. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de démontrer ici avec les différents intervenants qui nous ont rejoints. Et d'abord, ça commence bien. Regardez, j'ai perdu mes fiches, on va tout improviser. François-Xavier de Vetter, qui est à côté de moi, deux économistes et un politique, un sénateur. Alors, François-Xavier de Vetter, vous êtes économiste, maître de conférence en économie à Lille 1, à l'université de Lille 1. Concernant l'emploi, vous travaillez sur les questions qui sont liées à l'emploi, aux emplois potentiels, un immense gisement, on le verra tout à l'heure, ces emplois qui sont générés par les services à la personne, mais vous travaillez aussi sur la réduction du temps de travail, et vous avez été auditionné à l'Assemblée nationale sur le bilan des 35 heures. On en dira peut-être un mot tout à l'heure si nous avons le temps. Vous êtes l'auteur, ça fait déjà quelques années, 2011, avec Sandrine Rousseau, du livre du balai, essai sur le ménage à domicile et le retour à la domesticité. Et puis, avec votre voisin, Jean Gadret, que tout le monde connaît, je ne vais pas vous présenter, vous êtes professeur honoraire également à Lille 1 en économie. Vous avez écrit un manifeste qui est épais, je ne sais plus combien il y a de pages, enfin il est très épais, je l'ai là, qui s'appelle Répondre aux besoins écologiques et sociaux, 100 000 emplois en 5 ans. Ce manifeste avait été distribué aux candidats au régional, justement, à la fin de l'année dernière. Nous verrons tout à l'heure comment on peut créer 100 000 emplois sur une période aussi courte que 5 ans. Vous êtes également l'auteur, Jean Gadret, de En finir avec les inégalités, ce n'est pas exhaustif, mais En finir avec les inégalités, la richesse autrement et adieu à la croissance. Et puis, avec vous, Éric Bocquet, vous êtes sénateur du Nord. On vous connaît pour être... D'abord, vous êtes passionné pour l'économie et on vous connaît pour être un pourfendeur de la fraude et de l'exode fiscal. Mais ce soir, on va plutôt parler emploi, effectivement. On va voir quels sont les scénarios possibles, les possibilités que propose le public, quelles sont les idées du Parti communiste pour parvenir à ce zéro chômage. Ça peut paraître une vue de l'esprit, mais nous sommes ici pour montrer qu'il n'en est rien. Alors, d'abord, je voudrais que l'on commence par une bonne nouvelle. Tout le monde en parle. Ce n'est pas un scoop que je vous donne, mais vous savez que le chômage, finalement, ça va mieux. Il avait raison, le président de la République, tout va pour le mieux. Qu'est-ce qu'il disait? Ça va mieux, ça va mieux. Je cherche mes chiffres. Je crois que dans la région, le chômage a baissé de 0,4% en un an sur la catégorie A. Et par contre, il a augmenté sur la catégorie ABC. Catégorie A, ça veut dire qu'on n'a pas de travail du tout. C'est le chômage total, catégorie ABC. On travaille partiellement un peu, on est toujours inscrit à Pôle emploi. Il y a aussi dans ce... Alors par contre, ça remonte dans d'autres domaines. Hein. Et je note aussi sur une fiche de Pôle emploi qui est toute récente, qui date d'avril, des projets de recrutement qui augmentent de 2%. Alors on va voir tout à l'heure ce que tout cela veut dire et à quoi correspond cette embellie, à quoi correspondent par exemple les emplois qui sont créés par le roi de Hamburger, pas très loin d'ici, à Bondu, à quoi correspond l'embellie, dans le secteur, un secteur important chez nous, qui est l'automobile, mais ça, Eric nous en parlera tout à l'heure plus en détail. François Xavier, sur ces 100 000 emplois d'abord que vous proposiez avec Jean, de créer dans les 5 ans. Comment est-ce possible? Et quelle était votre démarche, on peut la rappeler? Merci beaucoup, merci pour cette présentation. La démarche que l'on a eue, alors c'est concrétisé dans cette brochure qui est imparfaite, qui est un travail en cours, hein, qui est un travail qui doit être réactualisé
régulièrement, c'était quoi? C'était de se dire, de profiter un peu de la campagne des régionales pour rappeler un certain nombre d'enjeux en termes d'emploi et d'essayer d'abord de faire un diagnostic de la situation régionale. Qu'en est-il de l'emploi et du chômage dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ou qu'en était-il au moment où on a fait ce texte, à la fois en termes quantitatifs, voir quels sont les emplois qui étaient créés ou qui au contraire avaient plutôt disparu, quels étaient aussi les enjeux en termes de différences intra-régionales entre les différents bassins d'emploi de la région, diagnostic aussi sur les écarts en termes d'inégalité hommes-femmes. On a une région pour laquelle les disparités, les inégalités hommes-femmes sont particulièrement importantes, héritées là aussi de l'histoire industrielle et de différences sur ce plan-là particulièrement importantes. Donc le premier objectif, c'était de faire un diagnostic, d'avoir les outils pour essayer de ne pas trop discuter dans le vide. Le deuxième objectif, c'était de repérer les emplois ou les catégories d'emplois dans lesquelles il nous semblait que des perspectives de création importantes pouvaient exister, ou en tout cas de repérer des secteurs d'activité ou des types d'activités qui répondaient ou qui sont censés répondre à des besoins pour lesquels un certain déficit pouvait apparaître pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de cibler un certain nombre de secteurs d'activité pour lesquels il nous semblait particulièrement important de défendre de la création d'emplois. Alors quelle méthodologie est-ce que l'on a ciblé? L'idée était de se dire on ne crée pas de l'emploi juste pour l'emploi, de l'emploi occupationnel ou des activités uniquement en subventionnant par exemple les employeurs, bien au contraire. L'idée était de repérer ce qui était des besoins sociaux avérés. Donc on en a pris deux catégories, qui sont discutables, qui sont ouvertes, qui sont non limitatives, qui sont au contraire pour le coup très restrictives dans ce que l'on a fait. Ces deux catégories, c'est d'une part des emplois de service, on va dire de mieux vivre, services de care, services de prise en charge des personnes âgées, de prise en charge de la petite enfance, services de formation, services d'aide à la culture, aux activités sportives, etc. D'un côté donc, et puis de l'autre côté, les emplois liés à la préservation de l'environnement, là aussi d'une manière plutôt restrictive, à la fois ce qu'on pourrait appeler des emplois verts, mais aussi des emplois industriels potentiellement sauvegardés par une meilleure prise en compte de ces contraintes. Une fois qu'on a ciblé ces deux ensembles, on s'est posé la question de savoir comment évaluer ce qui pourrait être créé dans ces deux paquets. Volontairement, on a voulu être plutôt restrictif, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire jongler les chiffres et faire valser les emplois en créant un coup de baguette magique. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Le ailleurs n'étant pas un territoire rêvé, très exotique ou quoi que ce soit, mais le ailleurs étant les autres régions françaises. Donc soumises à des contraintes proches, soumises à des contraintes budgétaires équivalentes, soumises à des situations économiques comparables. Donc pour chacun des emplois que l'on avait repérés, on a regardé combien est-ce qu'il y en avait dans les autres régions françaises, et est-ce que la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie était en sous-effectif ou sur-effectif sur ces questions-là. Sans surprise, sur la plupart des emplois ou des secteurs d'activité que l'on a repérés, il manque à la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie un certain nombre d'emplois. Pour différentes raisons, on a du mal ici à toutes les lister, à toutes les expliquer, mais en tout cas, il en manque un certain nombre, et c'est ces chiffres-là que l'on a passé, ces emplois-là que l'on a essayé de chiffrer, et pour lesquels on est arrivé à peu près 48 000 emplois dans les services, et une soixantaine de milliers d'emplois dans les emplois plus proches de l'environnement ou dans la sauvegarde d'emplois industriels. Par exemple, dans la prise en charge des personnes âgées, la lutte contre la perte d'autonomie, on a un certain nombre d'emplois qui manquent par rapport au Pays de la Loire, par exemple, qui ne sont pas pourtant des régions foncièrement différentes de la région. Donc ce qui est apparu par ce biais-là, c'est juste des déficits. Alors, on n'a pas été dans la réflexion sur le financement de ces emplois. On n'a pas non plus été très très loin dans la question de la qualité de ces emplois. On sait qu'un certain nombre de ces secteurs, par ailleurs, font face à des difficultés en termes de qualité d'emploi. Je pense que j'en reviendra juste après. Mais en tout cas, c'est des besoins non pourvus, c'est des besoins qui rendent la vie meilleure et qui peuvent donner des supports à la création,
bien au-delà de ce que l'on peut espérer de formes de subventionnement d'autres types d'acteurs. Juste un mot, avant de passer la parole à Jean, pour illustrer un peu notre démarche. On n'a pas pris en compte le financement de tous ces emplois, mais des marges de manœuvre conséquentes existent. Tu m'invitais tout à l'heure à parler des services à la personne. Typiquement, on est sur un secteur où on a des positionnements ou des façons de voir ces activités qui peuvent être très tranchées entre ce que l'on peut nous voir ici et ce que d'autres, dans d'autres circonstances, peuvent percevoir, notamment le plan Bordeaux de 2005 et ce qu'il a permis de créer à ce moment-là. Les emplois de service, lorsqu'ils sont subventionnés, on peut se poser la question de pourquoi et dans quel but. On peut très bien être sur de l'activité qui subventionne des services type domestiques, c'est-à-dire des emplois plutôt de confort, qui favorisent une demande déjà existante, nourrie par des inégalités sociales et qui renforce des emplois extrêmement précaires et de mauvaise qualité, où on peut au contraire repérer des besoins sociaux, la lutte contre la perte d'autonomie par exemple, non pourvus, et qui nécessitent des financements publics pour une demande sociale et éventuellement de la chiffrer. Juste un chiffre avant de passer la parole à Jean. Sur les emplois de service à la personne, on a ces deux paquets, l'aide à domicile pour les personnes âgées, les emplois domestiques employés de maison de l'autre côté. Quantitativement, on n'est pas loin de moitié-moitié. En termes de finances publiques, on est là aussi pas très loin d'un même taux de subventionnement, c'est-à-dire 3 milliards d'euros à peu près annuels au niveau national pour les uns et pour les autres. 3 milliards d'euros d'un côté pour lutter contre la perte d'autonomie de personnes en situation plutôt fragile, et 3 milliards d'euros de l'autre côté pour favoriser l'externalisation de services domestiques de personnes à haut niveau de revenus, c'est-à-dire qui ont un niveau qui appartiennent très majoritairement aux 10% les plus riches. D'un côté comme de l'autre, on crée de l'emploi, mais pas tout à fait le même, avec un bénéfice en termes de services sociaux derrière qui n'en ont absolument rien à voir. Donc la démarche de ce manifeste, c'était de repérer les besoins sociaux qui nous paraissaient les plus légitimes, qui demandent des discussions, qui demandent débat démocratique là-dessus pour améliorer le diagnostic, mais de voir dans ces besoins sociaux-là, qu'est-ce qui était créable, qu'est-ce qu'on pouvait éventuellement développer sur cette base. Donc c'est réaliste, en fait, c'est pas un rêve, c'est pas un plan sur la comète. C'est sur un certain nombre, par exemple sur la petite enfance, c'est rapprocher le Nord-Pas-de-Calais et Picardie des Pays de la Loire. C'est extrêmement peu réaliste, mais on peut quand même à terme espérer qu'un jour la région se rapproche des autres régions françaises sur ces plans. Alors le zéro chômage, je regarderai comment, d'une façon générale, peut-on y parvenir? Quelles sont les idées principales? Alors, pour moi, je parlerais plutôt de plein emploi que de zéro chômage, parce que zéro chômage, c'est un slogan que je suis prêt à reprendre à mon compte, mais le plein emploi peut s'accompagner d'un taux de chômage de 1 ou 2% si c'est du chômage temporaire, s'il n'y a pas de chômage de longue durée, mais peu importe. Donc, moi, ma conviction, et notre conviction en rédigeant ce manifeste, mais je l'avais manifesté de mon côté avant, en publiant sur mon blog toute une série de textes sur le thème « On peut créer des millions d'emplois utiles à 10 ou 20 ans », c'est que le plein emploi, c'est souhaitable et c'est possible. Contrairement à un certain nombre de discours. Et je ferai juste de brèves remarques pour introduire le débat, je ne vais pas être long du tout. Première remarque sur le plein emploi, a été mis en ligne aujourd'hui sur une chaîne d'information économique sur Internet qui s'appelle Xerfi Canal, qui n'est pas un truc des économistes atterrés ou d'extrême gauche, c'est réformiste, on va dire, modéré. Une bonne intervention de l'économiste Olivier Passet qui parle de l'imposture du plein emploi dans d'autres pays. Parce que vous savez sans doute qu'aujourd'hui, on nous dit qu'ailleurs, ça va vachement mieux. Et qu'ils ne sont pas loin du plein emploi. Ils ont des taux d'emploi merveilleux, ils ont des taux de chômage très faibles, enfin bon, très faibles, en tout cas beaucoup plus faibles que nous, c'est vrai en termes officiels. Et ce que montre Olivier Passet, donc économiste parfaitement modéré et fort intéressant, c'est que c'est une imposture. C'est une imposture, il prend l'exemple des États-Unis, il prend l'exemple de toute une série de pays européens qu'on nous montre en exemple pour leur formidable taux d'emploi et leur faible taux de chômage, et il montre au cas par cas, graphique à l'appui, que dans tous ces pays, les élèves modèles du plein emploi, ceux qui poussent vers le haut les taux d'emploi et qui poussent vers le bas les taux de chômage, c'est principalement le taux élevé, très élevé, de petits boulots, de temps partiel contraint, de sous-emploi,
Alors, il y en a chez nous, bien sûr, mais il y en a beaucoup plus dans ces pays considérés aujourd'hui par les grands médias comme des modèles. Et donc, c'est du plein sous-emploi, on pourrait dire, dans ces pays. C'est pas le Pérou chez nous, ça va même très mal, mais on ne peut en aucun cas nous montrer ces pays en exemple. Donc, la première des choses à avoir en tête quand on parle de plein emploi, c'est le plein emploi de qualité. C'est le plein emploi décent. C'est, voilà, donc c'est la première remarque. Et ça rejoint ici d'ailleurs ce qui a été dit tout à l'heure sur l'embellie actuelle des chiffres du chômage, qui reflète pour l'essentiel une forte croissance du sous-emploi, justement. Le sous-emploi, c'est quoi? C'est pour l'essentiel du temps partiel contraint, c'est-à-dire plus ou moins du chômage partiel. Deuxième remarque sur le plein emploi, il y a des débats, bien sûr, et on trouve des gens, y compris à gauche, je parle de la vraie, là, qui disent oui, on n'y arrivera pas, quoi, c'est pas. Bon. Ben, il y a une première chose qu'il faut faire, c'est se demander ce qu'en pensent les chômeurs et précaires. Et je trouve que j'ai des occasions, assez souvent, de discuter, de travailler avec des associations de chômeurs et précaires, il y a un de leurs représentants dans la salle, et très honnêtement, la majorité d'entre eux est tout à fait claire sur le sujet. Ils n'ont aucun problème à considérer que le plein emploi devrait être un objectif. L'immense majorité des gens privés d'emploi souhaitent travailler dans des conditions acceptables, bien sûr, et l'immense majorité de nos concitoyens, ça ce sont des enquêtes d'opinion qui le montrent, restent attachés à cet objectif de plein emploi qui n'est pas un objectif désuet, à mon avis. Et sans doute de l'avis de la plupart des personnes ici présentes. Troisième remarque. Alors certains, là ça devient plus sérieux, je dirais, et il faut en débattre tranquillement, en particulier du côté de la plupart des avocats du revenu universel d'existence, du revenu de base, etc., pensent qu'il n'y aura jamais plus de travail pour tous. Pour des tas de raisons qui ne sont pas les mêmes pour les uns et les autres, mais les gains de productivité, les robots, l'automatisation. Pour d'autres, ce sera plutôt des raisons écologiques, il faudrait moins d'activité économique en raison de la nécessité de réduire, qui est un impératif, hein, notre pression sur l'environnement, etc. Alors personnellement, je n'en crois rien. J'en parlerai dans le débat, aussi bien pour ce qui est de ce que j'appelle le mythe de la robotisation qui va supprimer des millions d'emplois, que pour la transition écologique, pour laquelle je dirais qu'à mon avis, pour surmonter la crise écologique, il y a du boulot. On n'est pas dans une direction qui pousserait à réduire le travail, on est plutôt dans une direction qui exigerait d'en créer. Quatrième remarque, alors j'ai dit le plein emploi, ça n'a de sens que si on ajoute de qualité, sinon on risque de tomber dans le plein sous-emploi. Mais il y a aussi un autre critère qui est des emplois d'utilité écologique et sociale, des emplois répondant à des finalités, à des besoins, et des besoins humains, sociaux et écologiques. Il ne s'agit pas de créer de l'emploi pour l'emploi. Si on dit par exemple, je dis ça au hasard, l'humain d'abord, hein, mais c'est juste au hasard, hein, bon, ça ne veut pas dire n'importe quel boulot d'abord, hein, on est tous d'accord, ou pour produire n'importe quoi. Mais si on est tous d'accord sur ça, évidemment, alors ça veut dire qu'il faut réfléchir quand on pense à des perspectives de création d'emplois, à mettre au cœur de la réflexion les finalités des activités en question, plutôt que la défense de tout emploi pour ce qu'il est. Et donc, je dirais plein emploi, oui, mais plein emploi socialement et écologiquement utile et de bonne qualité. Ça fait deux types de critères. Et ce qui signifie aussi qu'il faut qu'on réfléchisse, quand on parle plein emploi, à la place du travail, non pas tellement dans l'économie et la société, mais dans la vie de chacun. À la façon de faire en sorte que le travail occupe une place qui laisse de l'espace à d'autres activités d'émancipation humaine qui ont tout autant d'importance pour une bonne vie. Cinquième remarque, un réflexe assez traditionnel à gauche, je dirais, enfin là je parle encore de la vraie, dans sa diversité bien sûr, c'est de parler d'emblée du partage du travail, ou de la réduction du temps de travail, de la RTT, comme outil principal pour réduire fortement le chômage. Il y a une partie de mes amis, par exemple,
qui ont ce réflexe quasiment exclusif. Alors moi je trouve que c'est un réflexe parfaitement sain et nécessaire. Je veux dire, si on en était aujourd'hui à la durée moyenne du travail du milieu des années 60, un simple calcul montre qu'on aurait 5 à 6 millions de chômeurs en plus des 5 à 6 millions qu'on a déjà. Donc ça a été un outil historiquement efficace de création d'emplois ou de partage du travail. Mais en même temps, d'abord, le partage du travail sans partage des revenus, ça ne marche pas bien. Donc il faut penser les deux en même temps. D'autre part, partage du travail, c'est réduction du temps de travail, mais pas seulement hebdomadaire, c'est sur l'ensemble de la vie, il faut y réfléchir, et en diversifiant les mesures permettant de réduire l'emprise du travail sur l'ensemble de la vie de chacun. Et puis surtout, il n'y a pas que la RTT pour créer des emplois utiles. C'est nécessaire et ce n'est pas suffisant. Dans mon estimation, sur les 3 à 4 millions d'emplois utiles qu'il faudrait ajouter dans les 10 à 15 ans à l'économie française pour réduire le chômage à peu de choses, on pourrait estimer que la RTT permettrait d'en créer autour d'1 million ou un peu plus d'1 million. C'est-à-dire entre un tiers et un quart. Bon, voilà. Il y a tout le reste, et le reste, c'est des créations d'emplois dans des activités d'utilité écologique et sociale. Puis ma dernière remarque, c'est que, du coup, et c'est ce qu'on a fait avec François-Xavier et avec l'appui de quelques autres collègues, on est amené, pour penser l'emploi et le besoin d'emploi dans les 5, 10 et 15 ans qui viennent, à raisonner par grands secteurs ou branches de l'économie et de la société. En distinguant bien différentes catégories de services, marchands, non marchands, services publics, industrie dans ses diverses composantes, transport, agriculture, il ne faut pas oublier, énergie, etc. Et là, c'est évident qu'on va avoir un débat ce soir, parce que je veux dire, si on était d'accord sur tout, on serait sué. Voilà. Donc c'est important qu'il y ait un petit peu de tension sympathique. Sur la question de la réindustrialisation ou du renouveau industriel, sur laquelle on n'a pas exactement les mêmes positions que ce que j'ai pu lire, par exemple, dans le programme de la liste d'Humain d'abord. Il y a de bonnes raisons de s'opposer à la case de l'emploi industriel, il y a de bonnes raisons de proposer des innovations de trajectoire industrielle, mais je crois au fond qu'il faut le faire pour l'industrie, comme pour l'agriculture, comme pour les services publics, comme pour l'éducation, la santé, etc., pour les transports, en fonction de finalités humaines, sociales et écologiques, sans voir dans l'industrie le cœur de la production de richesse. C'est une composante, elle est importante, mais son utilité sociale doit être débattue comme pour les autres. Et voilà pour ma dernière remarque qui ouvre donc une partie potentiellement contradictoire du débat. Alors Eric, oui, sinon ça ne passera pas. Eric, la casse justement de l'outil industriel de la région, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Puisqu'on parlait de débat, la presse dominante, je sais que tu es un gros lecteur de la presse économique en général, la presse que l'on dit dominante, mais aussi le patronat, mais aussi le gouvernement actuel, n'ont cesse de dire, on n'entend pas l'actualité, que pour se battre contre le chômage, il faut remettre notre logiciel en cause. Et là, on trouve dans le document du parti toutes les idées qui sont diffusées à cette occasion-là, qui sont autant d'idées reçues. J'en cite quelques-unes. Le travail est un coût, il faut le réduire, le coût. Les chômeurs sont des assistés. Le secteur public est un fardeau. La vie d'un entrepreneur est plus dure que celle d'un salarié. On s'avait fait beaucoup de vagues, ça, il n'y a pas très longtemps. La flexibilité, voilà ce qui va favoriser la création d'emplois. Et puis, face aux contraintes économiques, le politique ne peut pas faire grand-chose. Alors, parole politique, quelles sont les solutions qu'on peut apporter, quel regard sur l'emploi et sur l'industrie aussi dans notre région? Bien, merci. Alors, un débat sur l'emploi et le travail au lendemain du 1er mai, excellente idée bien sûr, ça c'est pour la boutade, mais c'est surtout parce que le travail est redevenu largement la première préoccupation de nos concitoyens, et pour cause, on ne peut pas s'en étonner. Alors parmi les autres arguments déployés depuis
2 générations, je dirais maintenant, peut-être même un peu plus. Sur la pédagogie du renoncement, il faudrait s'habituer pour l'éternité à la disparition du travail, etc. Ce serait la fin de l'histoire. Enfin, ce genre de discours, ça ne vient pas de nulle part, tout ça. Hein, je crois que Reagan disait dans les années 80, l'État n'est pas la solution, il est le problème. Hein, donc service public démantelé, privatisation, déréglementation, etc. Et hier, je préparais mon discours du 1er mai à Marquilly, parce qu'on avait quelques médaillés à honorer, donc j'ai recherché, parce que je ne suis pas économiste, je n'ai pas votre niveau de compétence, chers amis, en matière d'économie. Voilà, j'ai une formation, entre guillemets, pragmatique. Mon expérience au Sénat me permet de toucher à ces sujets qui sont effectivement passionnants, essentiels et déterminants. Et donc, j'ai une expérience de militant, d'élu, là où je suis, au Sénat ou à Marquilly. Et je me disais, je regardais le chiffre, le taux de chômage en 1970 en France, il était de 2,6%. Ça veut dire qu'on est à 2 générations aujourd'hui, voire un peu plus, qui sont nés, qui ont grandi, les moins de 40 ans, sont nés et ont grandi dans une société où il y a toujours eu du chômage, pour soi-même, pour sa parent, pour ses proches, pour ses amis. On a grandi là-dedans. Et ça a pu, effectivement, parce que malheureusement, tu dis attaquer le logiciel, effectivement, c'est là où on en est arrivé aujourd'hui. Attaquer le logiciel et contester sur le fond cette économie largement financiarisée, mais là, les économistes pourraient en dire un mot, je pourrais même l'illustrer à un moment donné. Voilà, et donc les gens s'habituent, les gens en viennent même à renoncer, et quand on est dans une campagne électorale aujourd'hui, on dit le plein emploi c'est possible, c'est sympathique, on est d'accord avec vous, mais c'est pas possible. Les gens s'auto-censurent parce qu'on leur a mis dans la tête des verrous pour faire croire qu'effectivement ça n'est plus possible. Mais on est toujours dans cette bataille capital-travail, et bon, ça ne plaît pas aux libéraux, mais je vois que 69% des Français croient encore à la lutte de classe. Hein. Bon, c'est comme ça, c'est un fait, ça se décrète pas, ça se constate. Et le capital a toujours combattu le travail, il faut qu'il coûte le moins cher possible. Je connais même une banque, la Société Générale, qui a une filiale aux Bermudes, qui a fait 17 millions de chiffre d'euros, 17 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014 avec 0 salarié. Ça, c'est le paroxysme du libéralisme, on fait de l'argent sans salarié. Je plaisante un peu, mais c'est pour vous dire jusqu'où ça peut aller. On a les phénomènes d'ubérisation de la société aussi. On supprime les corps intermédiaires. Hein. Je suis allé aux États-Unis il y a 15 jours, j'en parlerai tout à l'heure parce que c'est une expérience qui m'a ébranlé justement sur la perception du travail là-bas, dans ce qui se passe dans l'économie numérique. C'est passionnant, hein. C'est une opportunité, mais ça n'est qu'une opportunité, et je dirai un mot là-dessus tout à l'heure. Et donc j'ai pris un taxi Uber, mais à culpa. Et le chauffeur de taxi qui m'emmenait, donc on a engagé la conversation, je repartais à San Francisco, et il était en retraite, le gars, 66 ans. Il dit, pourquoi vous faites ça? Ben, je fais ça le jeudi, vendredi et samedi soir pour compléter ma retraite qui n'est pas suffisante, parce que j'ai encore 2 enfants à l'université et je dois financer dans cette lutte. Donc il n'avait pas rêvé de devenir chauffeur de taxi. Voilà, Uber lui propose ça, et donc il fait 500-600 $ de plus pour améliorer son ordinaire, pour permettre de faire face au coût des études de ses enfants qui sont toujours à l'université. Donc ça peut amener à ce genre d'extrémité aussi l'atomisation du travail, la faiblesse des revenus. On viendra tout à l'heure sur les propositions, parce qu'il y a des propositions. Hein. Je n'ai pas la solution presse-bouton, mais changer de logiciel, inverser la logique, ça passe par plusieurs aspects. Pouvoir d'achat, formation, financement de l'économie, la démocratie aussi, ça en fait partie. Voilà, on pourra évoquer tout ça tout à l'heure. On nous dit aussi souvent dans les arguments pour dire le coût du travail est insupportable, le code du travail c'est excessif, il pèse je ne sais plus combien de grammes, les réglementations c'est trop. On a régulièrement ce discours, et ça depuis des décennies, pour amener au renoncement et à l'acceptation de ce système qui n'est pas génial mais il n'y en a pas d'autre. Hein, le fameux TINA, il n'y a pas d'alternative. Habituez-vous à ça, il n'y a pas autre chose. On a essayé, vous voyez, on n'a pas réussi. Donc habituez-vous à ça, puis il faut s'adapter. Le problème, c'est que c'est toujours l'humain qui s'adapte à l'économie, c'est jamais l'inverse. C'est jamais l'inverse. Et notre collègue a pointé des secteurs où il y a des besoins colossaux, la petite enfance, la dépendance pour les personnes âgées. Tous ces secteurs-là ne sont pas pris en compte dans l'économie, parce que ça a un coût. Ce n'est pas un coût, c'est une richesse pour la société. Donc il y a tous ces aspects-là, et on met dans la tête des gens des verrous qui font que, un peu à la fois, on renonce et on s'habitue, et on s'adapte. Alors, pour les pays qui font mieux que nous, effectivement, on nous les met souvent en modèle, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, McDonald's, l'inventeur du contrat de travail à 0 heure. Voilà. McDonald's, 96 000 salariés au Royaume-Uni, 90 000 sont sous contrat 0 heure. S'il y a du travail, on vous appelle, s'il n'y a pas de travail, vous restez chez vous, mais vous n'êtes plus dans les statistiques du chômage. Voilà.
Donc oui, il y a des solutions de ce genre, donc ils ont un taux de chômage à 4-5% effectivement, mais explosion de la précarité et explosion des inégalités dans ce pays, où la richesse en haut évidemment se développe et la pauvreté en bas se développe. Et là aussi au Royaume-Uni, comme aux États-Unis, on a des retraités de 65, 70 ans qui continuent à travailler dans les aéroports, dans les restaurants, des petits boulots, en complément d'une retraite qui est insuffisante. Ben, ça, c'est pas une société moderne, ça, c'est pas une société d'avenir. Voilà, ça c'est un petit préambule, hein, mon expérience des visus et ce que j'ai pu constater ici ou là. Qu'on retrouve d'ailleurs toutes les semaines dans ta chronique qui paraît dans Liberté Hebdo. Absolument, oui. Peut-être une petite réaction, je voulais demander à vous trois, sur cette création d'emplois, je crois que c'est à Bondu, de Burger King, on n'est pas loin de McDo. Alors là, par contre, on ne va pas créer des CDD, mais bien des CDI, mais à temps partiel, à 24 heures. Quand on a habitué les gens à 0 heure de travail, à leur proposer 24, ça peut paraître séduisant ou au moins mieux que rien, parce que la pédagogie du relancement depuis les années 80, on s'en souvient, les plus anciens, c'est mieux que rien. Hein, le TUC, c'était mieux que rien. Enfin, toutes les séries de contrats qu'on a pu avoir, c'était mieux que rien. Donc quand on n'a rien, effectivement, et qu'on a faim, voilà, on peut aller vers ça, mais en aucun cas, ça n'est la solution d'un emploi qualifié, bien rémunéré, garanti pour l'avenir, et qui ouvre droit à des droits sociaux en matière de santé et de protection et de retraite à l'avenir. Donc ça, c'est du petit boulot, ça reste du petit boulot, et dans le fast-food, ils sont très très forts sur le sujet. À vous, peut-être, justement, sur oui, Jean, sur le même thème? Non. Un mot sur... je citais tout à l'heure le livre du Ballet, donc, qui est paru, je disais, il y a quelques années, mais parmi les commentaires qu'on peut lire, je ne retrouve plus mes fiches, mais c'est pas grave, on disait oui, des emplois à domicile, des emplois de service comme cela, d'accord, mais justement, on dit sur ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure, mais pas n'importe quel boulot, il faut pas que ce soit des sous-emplois. Alors comment on fait? C'est un secteur qui a plein de vertus, en tout cas pédagogiques. À un moment donné, on a considéré que c'était voilà, un gisement d'emplois. On peut en créer, on est allé jusqu'à des perspectives de 2 millions d'emplois, hein, dans le cabinet de Borloo notamment. On allait jusqu'à ces chiffres-là. C'est pas compliqué, il suffisait que chaque ménage français externalise 3 ou 4 heures de ménage pour qu'on crée 2 millions d'emplois. Bon, pour arriver à ces 2 millions d'emplois, il fallait que les femmes de ménage et les hommes de ménage eux-mêmes externalisent leur propre ménage. C'est bien que ça posait des problèmes, mais c'est pas grave, c'était qu'une histoire de 200 000 emplois en moins par rapport aux 2 millions prévus. Donc on a un premier modèle qui est de dire il suffit de subventionner une demande et chacun va faire ce qui l'ennuie, lui pose problème, etc. On se doute bien que pour faire quelque chose, il faut avoir tout simplement un pouvoir d'achat bien plus élevé que celui à qui on le fait faire. Donc on peut le calculer, hein, c'est pas si compliqué que ça. En gros, on fait faire ce qui nous emmerde quand on est 5 fois plus payé que celui qui le fera. C'est en moyenne, c'est ça. Donc si on n'a pas au minimum ce salaire mensuel 5 fois supérieur à celui qui fera ce qu'on n'a pas envie de faire, ça ne se développe pas. Donc un premier moyen, c'est de subventionner abondamment ça. L'autre moyen, l'autre partie de ce secteur, c'est de voir qu'un certain nombre de tâches ne peuvent pas être faites tout simplement parce qu'on n'en a plus les moyens physiques, l'autonomie possible, etc. Et là, on a des besoins qui n'ont rien à voir avec le pouvoir d'achat. Riche ou pas riche, une personne âgée en perte d'autonomie ou une personne en situation de handicap cherchera à faire ce qu'elle ne peut pas faire et non pas ne veut pas faire. Et là, on est du coup sur des inégalités qui sont beaucoup plus faibles. Ça devient très difficile, là, quand même. Alors, on a quand même un bel exemple là-dessus, c'est-à-dire qu'en 2001, suite à période 97-2001, on a plusieurs lois qui sont passées, imparfaites, qui ne vont pas jusqu'au bout, tout ce qu'on veut, mais qui, quand même, parmi elles, créent l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, qui, lorsqu'on regarde 10 ans plus tard, a contribué à créer directement 300 à 400 000 emplois. C'est de toutes les politiques de l'emploi, ce n'en est pas une, c'était absolument pas l'objectif, le but n'était pas de créer de l'emploi, mais cette politique-là en a créé au moins 300 000. À un coût par emploi créé extrêmement faible par toutes les politiques qui, au contraire, ont comme objectif explicite de créer de l'emploi. Lorsque le plan Borloo dit on va créer de l'emploi, on fait une politique pour ça, il crée peu pour très cher. Quand 4 ans plus tôt, on a une politique qui veut répondre à un besoin social avéré,
maintenir l'autonomie des personnes, et qui ne dit pas « je vais créer de l'emploi pour dire de créer de l'emploi », au contraire, pour beaucoup moins cher, ils en créent beaucoup plus. Donc partir des besoins sociaux pour arriver à de la création d'activités s'avère pour le coup extrêmement plus efficace que de chercher à créer des choses pour dire de les créer. Sauf qu'on ne va pas du tout dans cette direction. Regardez ce qui se passe, je crois que c'est dans le bassin minier, il me semble bien, avec les associations d'aide à domicile qui sont en grande difficulté. Regardez aussi la montée en puissance des auto-entrepreneurs. Ce sont des jeunes, la plupart du temps, qui se lancent dans ce genre de métier et qui rament comme c'est pas possible pour gagner leur vie. Non, clairement, on a 2001-2002, trois lois qui arrivent ensemble et qui organisent un peu le secteur. L'APA qui finance sur des critères sociaux, davantage aux plus pauvres. Une convention de branche qui améliore la situation des salariés relativement nettement, loin d'être le paradis, mais un peu quand même, et une loi, la loi de modernisation de l'action sociale, qui structure, qui donne plus de pouvoir aux conseils généraux, etc. Ça, c'est 2002. 2005, on a l'ensemble de ces trois piliers qui sont pas détruits complètement, mais complètement remis en cause. Et on reste sur ce modèle-là depuis, avec la concurrence de ces deux modèles, et donc un système associatif, pour le coup, qui joue la béquille de l'emploi public, qui est en extrême difficulté, et des salariés qui restent dans des situations très précaires. On parlait du temps partiel tout à l'heure. Les aides à domicile, c'est un temps de travail hebdomadaire payé moyen de 26 heures. Le temps dévolu au travail de ces mêmes salariés, en moyenne, c'est un peu plus de 35 heures, parce qu'il y a des temps de transport, il y a des temps divers, de réunion, de formation, etc., qui ne sont pas pris en compte. Donc là aussi, quand on est sur la question du temps partiel, ce n'est pas forcément du temps qui est partiellement travaillé, c'est du temps plein en termes de travail, mais qui est payé de manière partielle, et je pense que dans pas mal d'autres petits boulots, on retrouverait les mêmes choses. Donc on est sur un secteur sur lequel les financements publics ont avancé un certain nombre de choses à un moment donné. Ça fait 10 ans que ça a plutôt reculé. Jean, dans l'environnement, comment peut-on faire? Là aussi, il faut financer, comment on fait? La question du financement des politiques de l'emploi se pose dans l'ensemble des domaines d'action, pas seulement pour les emplois dits de l'environnement. Mais prenons le cas puisque la question est posée, du potentiel de création d'emplois dans ce qu'on appelle la transition écologique, et en particulier énergétique, pour résoudre la crise climatique, mais pas seulement la crise climatique. Ça concerne un très grand nombre de secteurs en réalité. On a tendance à penser qu'il faut des emplois de l'environnement, qu'il faut des emplois verts, qu'il faut des emplois dans les énergies renouvelables, tout ça est vrai, qu'il faut des emplois pour la rénovation thermique du bâtiment. Ça fait des gros paquets. Mais la question des emplois climatiques ou écologiques se pose dans l'agriculture. La transition agricole, le fait de favoriser, par une autre politique agricole, en particulier commune, des emplois paysans, de l'agroécologie, d'une agriculture de proximité, des circuits courts, etc., c'est un enjeu écologique en même temps qu'un enjeu d'emploi. C'est vrai pour les énergies renouvelables, où se pose la question de savoir si on favorise des énergies renouvelables coopératives, de proximité, prises en main par les citoyens avec le fonctionnement démocratique, etc., ou bien des usines, si je puis dire, à énergie renouvelable, qui peuvent être utiles à un moment donné, mais qui ne répondent pas à l'objectif le plus démocratique possible. C'est vrai dans l'industrie, où une partie du potentiel, soit de création d'emplois, soit de préservation d'emplois, dans toute une série de secteurs industriels, est très clairement pour nous, en tout cas, lié à une conversion vers des exigences nettement plus écolo, vers, par exemple, des économies d'énergie dans les secteurs qui sont les plus gourmands en énergie, vers des productions à durée de vie plus longue, vers l'utilisation du recyclage, l'économie de la fonctionnalité, des services, des locations, etc. Donc, il y a tout un panel d'innovations, dont certaines sont en cours, possibles dans différents secteurs industriels, qui ont à voir avec l'écologie, mais qui ont aussi à voir avec l'emploi. Et c'est vrai dans d'autres secteurs. Donc, nous, ce qu'on a fait dans le cas présent, je l'avais fait au niveau national, dans mes textes, on peut créer des millions d'emplois utiles dans une perspective durable, c'est au niveau national de reprendre des scénarios de bonne qualité qui existent, qui ont été mis au point par des associations incluant des experts des questions de l'énergie et de l'emploi, avec des économistes aussi. En particulier le scénario dit négawatt,
qui va d'ailleurs être refondu à partir de cette année, mise au point par une centaine d'experts de l'énergie en France, et qui a donné lieu à une estimation de création d'emplois. En 15 ans, 700 à 800 000 emplois pourraient être créés en France si on s'orientait vers le triptyque efficacité énergétique, énergie renouvelable, sobriété énergétique, en favorisant la réhabilitation thermique des logements anciens et de l'ensemble du bâti. C'est le scénario mégawatt Alors pas mégawatt, mégawatt ça c'est une mesure de la puissance. C'est-à-dire justement, l'idée ce n'est pas de produire le plus possible de watts, c'est de produire du bien-être énergétique, des résultats, sans nécessairement produire plus d'électricité. Voilà. Donc on est la mobilité douce, etc. Le potentiel de création, finalement, de façon générale, et je vais terminer par ça, produire, puisqu'on m'interroge sur l'écologie, mais pour moi l'écologie est inséparable des enjeux sociaux et des inégalités. Puisqu'on m'interroge là-dessus, l'un des résultats les plus évidents pour les économistes de l'emploi dans ce domaine, c'est que produire des produits ou des services de plus grande qualité, écologique et sociale, est bon pour l'emploi. Monter en qualité environnementale, monter en qualité sociale, est bon pour l'emploi. C'est peut-être un des gisements les plus importants de création d'emplois à l'avenir. Alors, je vais quitter le terrain de l'écologie pour dire ce qu'il en est du point de vue de la désintensification du travail. Imaginez combien d'emplois il faudrait créer dans ce pays si on menait des politiques, si on était capable de mener des politiques visant à désintensifier le travail, à faire en sorte que les gens aient le temps de bien faire ce qu'ils font, plutôt que d'être soumis à la pression constante des actionnaires, de la hiérarchie, du client parfois, dans des organisations qui les mettent constamment sous pression. Le coût des maladies professionnelles et des accidents du travail est gigantesque en France, en Europe, au Royaume-Uni où ça a été chiffré. Eh bien, on peut dire la même chose du coût du non-respect des normes environnementales, du coût des pollutions de toutes sortes, les pollutions sociales, les pollutions du travail et les pollutions environnementales répondent à une même logique. Les réintégrer, faire en sorte que l'on monte en qualité du travail, en qualité de l'emploi et en qualité de l'environnement, c'est bon pour l'emploi. Produire du vert de façon moins productiviste, c'est une des recettes pour créer des emplois. Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, vient de donner le feu vert pour qu'un parc d'énergie éolienne soit implanté au large de Dunkerque. On ne sait pas quand, on ne sait pas quelle sera la puissance exacte, c'est pour ça que je parlais de mégawatts tout à l'heure. Mais est-ce que vous croyez qu'on pense vraiment en termes d'emploi? Il va y avoir des emplois créés, bien sûr, mais est-ce qu'on pense à long terme? Apparemment, on n'est pas parti dans cette perspective. Alors là, je ne vais pas prononcer sur ce projet lui-même, que je connais pas, dont je ne connais pas l'ampleur du financement, l'intérêt, les retombées positives et négatives sur l'emploi local. En tout cas, ma conviction, c'est qu'en matière d'énergie renouvelable, les voies d'avenir, comme dans d'autres domaines, les voies d'avenir doivent conjuguer la démocratie et les nouvelles technologies. Et des technologies qui ne sont pas nécessairement les plus ambitieuses et les plus chères. Dans un certain nombre de pays, les principales sources d'énergie renouvelable sont contrôlées par les citoyens, par des collectifs de citoyens. C'est le cas en Allemagne où la moitié environ de la production d'énergie renouvelable, qui est beaucoup plus importante qu'en France, est le fait de collectifs citoyens et de financement citoyen. C'est le cas au Danemark pour une bonne partie de cette production. Donc, une décision qui vient d'en haut disant là, on va mettre un gros truc à cet endroit-là, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, je me garderai bien de la critiquer en ne la connaissant pas, mais c'est sûr que ça ne répond pas à cet objectif de contrôle citoyen sur la transformation écologique et sociale. Éric, oui. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, sur l'idée comment on finance tout ça. Oui, c'était ma question. Non, je ne vais pas parler d'évasion fiscale, bien sûr, je pourrais. Non, mais simplement, j'ai regardé là aussi. Il y a un rapport, évidemment. Mais là, j'ai regardé un peu les dividendes, l'évolution de la distribution de dividendes depuis 36 ans. Je parle de population 10. Je suis remonté à 80. En 1980, les dividendes distribués aux actionnaires représentaient 4% de la masse salariale. En 2016, 13%. Autre chiffre, il y a 30 ans, sur 100 € de bénéfices, 5 allaient aux actionnaires, et aujourd'hui, c'est 23 qui vont aux actionnaires. 1980, 40% des profits allaient aux dividendes,
En 2016, c'est 85% qui vont aux dividendes. Et vous voyez les chiffres chaque année dans Challenge, etc., qui ne font que croître et embellir. Ça veut dire qu'il ne reste que 15% pour les salaires, la formation, la recherche et le développement, l'investissement dans les machines, etc., etc. Donc, il y a quand même une des raisons, on met moins d'argent dans la machine économique. Hein, et ça, c'est quand même le fait aussi d'une financiarisation extrême et accrue depuis les années 80. Ça s'est accéléré à ce moment-là. On est dans la rentabilité à court terme. Tu parlais d'actionnaires, mais oui, quand c'est des fonds de pension, des fonds d'investissement qui investissent, ou LBO pour acheter l'entreprise, c'est pas pour la développer, c'est pas pour un projet industriel qui rapportera 5% dans 10-15 ans, on veut 12 dans 5 ans. Voilà, donc c'est du court-termisme, donc plus de projets industriels. L'industrie, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais ça reste, à mon avis, un vecteur de développement important dans une région comme la nôtre notamment, mais pas seulement. Les éoliennes, il faudra les construire quelque part. Hein. Voilà, ça ne va pas venir de la Lune. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire aussi, parce qu'apparemment, ce n'est pas prévu. Je crois que c'est sans doute prévu, mais on n'a pas de détails. Voilà. C'est pas pour rien. Donc, il y a déjà, au niveau de l'argent, une captation d'une majorité des bénéfices par les actionnaires, je le dis très simplement, les chiffres à l'appui. Et donc, déjà là, il faudrait revoir un peu le partage de la richesse en direction de l'industrie, de la production, de l'intérêt général, tout simplement. Voilà ce que je voulais ajouter. La principale source de financement, c'est un vaste ensemble d'économies réalisées et de dépenses évitées. Réfléchissons un peu à ça. Et c'est vrai aussi d'ailleurs pour la transition écologique. Les estimations qui ont été faites par ATD Quart Monde du coût public en moyen par chômeur, c'est au minimum de 15 000 € par an, en prenant l'ensemble des dépenses directes et indirectes supportées par la collectivité en direction de chaque chômeur en moyenne. Vous multipliez ça par combien il y a de chômeurs d'après vous? 4, 5 millions? Choisissez, faites votre tri. 5, hein, on n'est pas loin quand même, hein, peut-être plus. Bon. Comment faut-il les compter? Oui, mais bon, on en discutera d'autres fois, mais peu importe. Alors, quand je dis 15 000 € par an, ce n'est pas les indemnités de chômage, c'est l'ensemble des coûts publics, hein, y compris les coûts de santé, y compris, voilà, c'est l'ensemble. Vous multipliez ça par, allez, on va prendre un chiffre minimum, 4 millions de chômeurs, multiplié par 15 000 €, 60 milliards d'euros par an dépensés par la collectivité publique, nationale ou territoriale, hein, parce qu'il y a 4 millions de chômeurs. Imaginez ce qu'on peut faire avec 60 milliards, c'est à peu près le chiffre, la fourchette basse de l'évasion fiscale. Là, c'est l'évasion chômage. C'est tout à fait ça. Mais c'est énorme, c'est gigantesque. C'est d'ailleurs sur la base de cette estimation de 15 000 € par an que l'association ATD Quart Monde a présenté un projet de loi. Alors c'est des expérimentations à petite échelle, et ça prendra du temps, et donc il faut faire d'autres choses, plus ambitieuses, mais c'est très intéressant, permettant de financer des emplois de chômeurs de longue durée sur du territoire volontaire. Voilà. Eh bien, pour la transition énergétique, je veux dire, autre chiffre de manque à gagner, c'est-à-dire de dépenses évitées. Selon le Bureau international du travail, le coût des accidents du travail dans le monde, c'est 4% du produit intérieur brut mondial. C'est énorme, là encore. Et puis pour la transition énergétique, on se demande comment la financer. Je ne dis pas que c'est facile, il y a des tas de choses qu'il faut faire, mais enfin, la facture énergétique de la France, donc que l'ensemble des acteurs de l'économie française paye à l'étranger chaque année pour s'approvisionner, en particulier en pétrole, en gaz, etc., c'est 60 à 65 milliards d'euros par an. Donc être moins dépendant des énergies fossiles, ça donne des ressources pour investir dans des énergies renouvelables, ou en tout cas on peut investir dans des énergies renouvelables pour être de moins en moins dépendant vis-à-vis des énergies fossiles. Voilà, donc si on fait de la comptabilité un peu sérieuse, il ne s'agit pas seulement de trouver des ressources fiscales ou autres, il s'agit de se dire qu'on peut faire un sacré paquet d'économies en menant des politiques de l'emploi.